Vous êtes le père du fameux Tintin, monsieur. Oui, monsieur. Comment vous appelez-vous? Hergé, autrement dit Georges Remy, ou le contraire, si vous voulez. Remy Georges dit Hergé. Les initiales Hergé, Remy Georges, Hergé. Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale et non je vais pas présenter ça comme ça. Oui, aujourd'hui je vais pas parler de cinéma mais d'un autre domaine que j'adore qui est la bande dessinée. Au final c'est un peu comme un film en livre, une BD. Quand on demande à quelqu'un de définir un storyboard, souvent on dit vulgairement que c'est la BD du film. Je parlerai donc des adaptations au cinéma de la BD concernées par la suite. Il y a un découpage, une mise en scène et tout ça, c'est surtout grâce à un seul homme dont la vie pourrait tellement faire un film tant les informations sont nombreuses que j'attends un biopic sur lui un jour. Mais avant de parler de lui, on va parler des origines de la BD. Alors il y a des caractéristiques qu'on retrouve dans les dessins des cavernes préhistoriques comme à Lascaux, ou encore sur les hiéroglyphes, puisque ça reste des dessins qui racontent une histoire, mais la BD telle qu'on la connaît, avec des cases, est d'origine suisse. Elle a été créée par un mec, mais cette fois pour de vrai, et je dis ça parce que je disais dans ma vidéo sur Ghibli que Tezuka avait inventé les mangas pour vulgariser, mais non, il les a popularisés et a contribué à leur forme actuelle, en créant entre autres les gros yeux, après avoir vu Bambi, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc le mec qui a créé la BD en 1827 s'appelle Rodolphe Töpfer, et les premières BD ressemblaient à ça. Des images se succédant, décrites par un texte, se trouvant en bas de la case, pas de bulles, qui normalement s'appellent des phylactères, bulles étant un nom vulgaire. Dès le Moyen-Âge, comme le montre ce tableau de 1506, la parole est accordée au personnage grâce au même procédé. La forme de la bulle en parchemin va juste de pair avec l'époque. Le premier à mettre des bulles dans des BD reste un des premiers auteurs de comics qui sont apparus aux US grâce à une version pirate des œuvres de Töpfer, Richard Felton Wildco, créé en 1894 de Yellow Kid, dans lequel il fait donc apparaître les bulles, qui ne sont pas tout le temps présentes, contrairement à Pim Pam Poum en 1897 de Rudolf Dirks, qui les utilise pour la première fois tout au long de son œuvre. En Europe, par contre, les bulles arriveront bien plus tard, comme on peut le voir avec Bécassine, créé en 1905, qui n'en comporte aucune. C'est à partir de Sam et Sap, en 1908, que les bulles sont tout le temps utilisées pour la première fois dans une BD française, et apparemment européenne. Apparaît donc Zigépus, en 1925, créé par le français Alain Saint-Hogan, qui influencera beaucoup la personne concernée aujourd'hui, qui fera de la BD un média important. Étant pendant un moment, comme tout nouvel art ou média, considéré comme faisant partie de la sous-culture, Georges Remy est né le 22 mai 1907 à Etterbeek, dans l'agglomération bruxelloise en Belgique, issu d'une famille ultra-catholique de droite, ses parents étant tous deux couturiers. Enfin insupportable, selon ses propres dires, le seul moyen de le calmer était de le faire dessiner. Son premier dessin connu fut un train à vapeur, dessiné sur une carte postale. Il dessinait en cours, et un instituteur très strict, qui en lui demandant de répéter ce qu'il venait de dire, répondait parfaitement puisqu'il écoutait en même temps. Il commence à se rapprocher de son premier amour, pour laquelle il fait un dessin dans son cahier de poésie, représentant un coq insultant un lapin, venant de casser un œuf. Ce premier amour s'appelait Marie-Louise Van Cutsem, dont le surnom était Milou. Et avec cette anecdote, vous allez vous dire que sa vie c'est Shakespeare in Love, mais c'est que le début, parce qu'il y a plein de légendes qui persistent encore à son sujet. Les parents nobles de Marie-Louise, s'étant opposés à leur union, et fréquentation tout court en fait, lui auraient offert ce dessin en guise d'adieu. Georges devient fan, comme tous les gosses de l'époque, de western, et de tout ce qui a trait aux cow-boys et aux indiens, et rejoint alors les Boy Scouts de Belgique, un organisme laïque, où il devient le chef de la patrouille des écureuils, et est surnommé Renard Curieux, et se prend d'une passion pour ce domaine. Après une année scolaire médiocre, le père de Georges, Alexis, sous les conseils de son patron, le place dans l'établissement catholique de Saint-Boniface à Bruxelles, où il est placé malgré lui dans une nouvelle troupe scout du collège en 1921, ce qui l'attriste, ne prenant plus de plaisir à faire du scoutisme. Il devient alors un excellent élève, dans toutes les matières sauf en dessin, ne faisant tout simplement pas ce qui lui est demandé et dessinant d'autres choses que son prof trouve bien, mais ce hors-sujet lui posera une colle. Sa troupe scout, possédant une revue nommée le Boy Scout belge, dans laquelle il commence à y dessiner en 1926 les aventures de Totor, un chef de patrouille scout inspiré de lui-même, qu'il dessine simplement avec un visage rond et une petite mèche, pour qu'il soit facilement reproduisible et reconnaissable, dont on lui dira qu'il ressemble à son frère le militaire Paul Rémy, en signant du pseudo qu'il vient d'inventer, RG, les initiales de son nom à l'envers. Ses études supérieures terminées, il cherche du travail et c'est l'abbé Watio, en charge de leur troupe, qui pendant une réunion lui propose un poste d'employé administratif pour le journal Le XXe siècle, et est engagé en 1925 par le directeur du journal l'abbé Norbert Wallace. C'est un personnage important. Un nationaliste pro-fascisme, donc d'extrême droite, possédant une photo de Mussolini sur son bureau, que Wallace adulait. Hergé a cependant avoué que cet homme l'a pris sous son aile, et l'a beaucoup influencé, de manière générale, dans sa philosophie et ses idées politiques. Autant dire qu'avec lui, Hergé n'était pas un mec très politiquement correct à ses débuts. Wallace lui présente à sa secrétaire et fabricante d'écrins, Germaine Kekens, qui deviendra sa future femme, et lui offre une promotion, en le chargeant de devenir illustrateur et reporter photographe pour le journal. Satisfait de son travail, il le nomme responsable du supplément jeunesse, un supplément hebdomadaire du journal créé pour les enfants, pour avoir plus de lecteurs, nommé le Petit 20e, dont le premier numéro est publié en 1928, et est un flop où Hergé commence à dessiner les aventures de Flup, Nénès, Poussette et Cochonnet, déjà un nom qui inspire pas forcément confiance, dont il n'était pas content, contrairement aux aventures de Totor, qu'il continue de faire en parallèle, et qui l'amuse déjà plus que d'illustrer des livres de Tolstoï pour le XXe siècle.
Mais Totor reste toujours héritier du vieux format, et c'est en lisant Jig et Puce qu'Hergé découvrira l'existence des bulles et n'utilisera plus que ça depuis. Il abandonne son histoire de poussette et de cochonnet et reprend le personnage de Totor, dont il change le nom, parce que ça sonne comme un nom de chien, mais voulant garder tout de même une sonorité aussi simple, il choisit Tintin. On ne sait toujours pas bien pourquoi ce nom. Tintin est l'archétype du héros parfait, sans défaut, le héros de l'époque qui doit servir de modèle à la jeunesse et dont on ne sait donc rien de ses parents, ni de sa famille en général. On ne sait pas si Tintin a un frère ou une sœur. Il est évoqué quelquefois qu'il a été scout, donc on peut considérer que Totor est véritablement Tintin qui a changé de pseudo, et on ne sait rien de son nom, mais des rapprochements avec des œuvres plus vieilles sont assez cocasses, comme le livre illustré Tintin Lutin, en 1897, où on peut voir le personnage aller à Moscou en moto, mais le pire c'est certainement la série de romans d'aventure et de SF publiée entre 1911 et 1913, intitulée Tintin le Petit Parisien, dans lequel ce Tintin était entouré d'un capitaine et d'un savant, et allait sur la Lune, 13 ans avant même la création de Totor. Hergé lui a donné l'âge qu'il a toujours eu quand il était encore scout, entre 14 et 17 ans. Et celui de Tintin? Ah, lui, il a deux âges très différents. Il est né il y a 30 ans, à peu près 30 ans, mais il doit rester, comme ces jardins japonais, il doit rester aux environs de 15 ans, je pense. Et lui a donné son propre nouveau travail après scout, à savoir reporter, non pas pour le 20e siècle, mais pour le petit 20e. Donc Hergé lui a affublé son propre CV. Wallace, en voyant ce personnage, lui, a l'idée, après avoir vu une exposition sur la Russie soviétique qui se faisait juste à côté du journal, et étant profondément anticommuniste, d'envoyer ce nouveau personnage en Russie pour témoigner de la brutalité de l'URSS. Dès sa création, et avant même le début de ses aventures, Tintin aura une fonction politique, surtout à ses débuts, et vous verrez qu'étant créé pour un journal, il a toujours été dans l'air du temps, et en accord avec l'actualité de l'époque. Ça peut paraître vieux, Tintin, maintenant, mais vous lisez les BD, et vous avez une leçon d'histoire sur le XXe siècle, comme le nom du journal où il est apparu. Wallace, qui aurait trouvé triste de le voir voyager tout seul, aurait ainsi demandé à Hergé de lui créer un compagnon de route, et vu que les mascottes étaient à la mode, il a choisi un chien, un fox terrier auquel il donne le nom de son premier amour, Milou, puisqu'il sera pour le moment le seul compagnon du personnage. On peut au moins lui accorder ça, mais vous pouvez quand même vous dire que Milou a été créé par un fan de Mussolini. Il s'inspirera pour les vêtements de Tintin de l'acteur danois Pelle Huld et ses pantalons de golf, mort en 2010, qui à 16 ans avait gagné un concours à l'occasion des 100 ans de Jules Verne, lui permettant de faire le tour du monde, qu'il a effectué en 44 jours en 1928, soit un an avant la création de Tintin, le 10 janvier 1929, ayant justement fait 90 ans en début d'année. Le premier album, Tintin au pays des Soviets, est un peu brouillon, puisque c'est juste une compilation de gags et de situations, qu'Hergé enchaîne sans bien savoir où il va, du fait qu'il publie 2 planches par semaine, et ne veut pas construire un récit, pour que les lecteurs n'aient pas à acheter chaque numéro, ne pensant pas que Tintin aurait du succès. Ne pouvant pas se rendre en URSS, il n'a qu'une seule source d'information, et ça va être un gros problème pour les premiers albums. Ses premières aventures se sont déroulées en Russie, en URSS. J'avais lu à cette époque-là le livre d'un consul belge à Rostov-sur-le-Don, nommé Joseph Douillet, livre qui s'appelait Moscou sans voile. Alors évidemment, dans ce livre, il dénonçait toutes les turpitudes du régime naissant. Et je m'en suis inspiré, c'était dans un journal catholique à ce moment-là, et j'ai mangé du bolchevique à chaque semaine grâce à Tintin. Au pays des Soviets va être très bien marché, à la grande surprise d'Hergé, affinant au fur et à mesure de l'album les traits du personnage, dont la houppette emblématique apparaîtra au milieu de l'histoire. L'album a toujours été en noir et blanc, jusqu'à il y a seulement 2 ans, en 2017, où il a enfin été colorisé. On reconnaît déjà l'importance et la portée politique du personnage, quand des militants d'extrême gauche envoient une fausse lettre de la GPU, la police d'État de l'URSS, demandant à arrêter la BD, on veut déjà supprimer Tintin. Hergé crée donc en 1930 Quick et Flupk, ses autres personnages les plus connus après Tintin, 2 gosses bruxellois qui font des bêtises à la Petit Nicolas, s'inspirant de son enfance, comme Goscinny l'a sûrement fait pour le Petit Nicolas justement, histoire de faire une BD plus humoristique aussi. Quick étant le surnom d'un de ses potes, et Flup que la contraction du flamand, Hergé étant belge, il parlait flamand puisque sa mère était flamande, Flup qui veut dire Philippe, et que qui veut dire petit, donc Petit Philippe. Hergé imagine déjà une suite, à la vue des bonnes ventes, mais ne se rend pas encore compte du succès du personnage, jusqu'à ce que Wallace propose de mettre en scène le retour de Tintin en vrai à Bruxelles. À la fin de l'histoire, des rédacteurs du journal Tintin ont décidé, ont été mis l'idée, il faut faire une réception pour recevoir Tintin triomphalement ici après son voyage en URSS. J'ai dit non, écoutez, ne faites pas ça, il va y avoir personne, c'est ridicule. On a insisté, ils l'ont fait quand même, et je suis parti avec un petit bonhomme, un petit garçon qu'on avait trouvé qui ressemblait très vaguement à Tintin, qu'on avait habillé avec des bottes rouges, avec une veste bleue, avec le col fermé, vous voyez ça d'ici. Et à ma grande stupéfaction, en arrivant à la gare du Nord, voilà la gare du Nord, enfin la place Roger qui se trouve devant, noir de monde. Ce qui fait qu'après le succès grandissant de Quick et Flupk, une fausse interview est faite à la radio, parce qu'on aime bien se dire que les personnages existent. C'est pour ça qu'Hergé travaillera bien sur le réalisme plus tard, mais pas pour l'instant. En effet, alors que la tradition coloniale est à la page, Wallace demande à faire une BD pour que la jeunesse soit influencée dans cet élan, et ait envie de prêter main d'œuvre à la merveilleuse colonisation belge du Congo. C'est un peu à cause de Wallace, et pas forcément Hergé, qu'on a eu le pire des albums de Tintin, et peut-être même de l'histoire de la BD,
à savoir Tintin au Congo. Le Congo étant à l'époque la propriété de Léopold II, le roi de la Belgique. Pourquoi tu t'appelles Léopold? En hommage à Léopold Ier, premier roi des Belges. Le mec qui a fait plus de morts qu'Hitler et Staline, mais tout le monde s'en fout parce que c'est des Africains. Hitler c'est 11 millions d'Européens, Léopold II c'est 15 millions d'Africains. On peut même y voir des missionnaires catholiques faire des cours colonialistes aux Congolais. Remember, reading Bible plus accepting Jesus equals food. Good. Now who can read Mark 3:19? How about Marvin? No, Marvin. In God's language, English. Hergé ne s'étant pas du tout informé pour répondre aux demandes de Wallace en ne se basant que sur le musée royal de l'Afrique centrale à Bruxelles, donc évidemment que c'est méga raciste. Hergé s'étant basé sur la statue de l'Agnota à peau de léopard, représentant un membre d'une secte indigène, donc un truc plutôt obscur qui servira de généralité puisque présent dans une scène de la BD. Hergé n'a pas trop aimé faire cet album, qu'il demande de bien vouloir replacer dans son contexte. Replacer l'œuvre dans son contexte, comme certains films dont je peux comprendre qu'on les aime si on parle de cinéma, ça change rien au fait qu'ils aient fait renaître le Ku Klux Klan. L'album a eu droit à des plaintes en 2007, un Congolais ayant demandé à ce que cet album soit censuré. Déjà que dans les rééditions, certains trucs ont été retirés, comme la leçon de Tintin montrant une carte du monde et demandant où se trouve votre patrie la Belgique, remplacée par une table de multiplication qui reste tout de même assez insultante. L'album a donc eu droit à une nouvelle version, avec un carton de prévention au début, pour prévenir que c'est la BD la plus raciste du monde, et les seuls passages modifiés sont ceux de la violence faite aux animaux, qui sont remplacés par d'autres péripéties jamais dessinées par Hergé, puisque dans cet album, on peut quand même voir Tintin faire exploser un rhinocéros, étouffer un léopard, étrangler un boa, handicaper un alligator, fusiller 50 antilopes, décapiter une girafe, et non je déconne, ça c'est pas vrai, mais ça aurait pu. On peut le voir aussi dépecer un singe et porter sa peau quand même. Bref, on a refait le retour de Tintin en vrai, puisque la BD a encore super bien marché, accompagné par Quick et Flupk et 10 Congolais qui avaient l'air ravis d'être là, Tintin portant des vêtements de colonisateurs. Hergé et son collaborateur Paul Jamin ont rendu visite au fameux Alain Satogan, l'auteur de Zygépus, pour lui demander des conseils, et qui, en reparlant, pense avoir été plus intimidé qu'Hergé face à lui, à la vue du créateur de Tintin. Il lui a offert une planche originale dédicacée de Zygépus. Regardant l'actualité, Hergé apprend l'existence de la pègre à Chicago et demande à Wallace de la dénoncer, pour enfin intégrer les cow-boys et les indiens chers à son cœur. Pour la première fois, il fait venir un personnage réel dans ce récit, dans la personne d'Al Capone. Tintin en Amérique devient le premier album possédant une vraie trame sur la longueur, un vrai fil rouge et pas un enchaînement de péripéties qui ont l'air de ne pas avoir de lien. Entre 1931 et 1932, il signe un contrat avec Casterman pour devenir indépendant de Wallace, la société d'édition lui proposant de revendre ses aventures pour les éditer en album complet. Les planches des BD étant séparées par les différents numéros du journal, comme beaucoup de BD à leur début. Wallace étant justement l'abbé qui se chargera en 1932 du mariage d'Hergé avec Germaine Kickens, alors que Casterman publie au Pays des Soviets à la fin de la même année. Il commence alors Tintin en Orient, qui deviendra Les Cigares du Pharaon, qui est le premier cette fois à avoir une trame policière, s'inspirant de l'histoire de l'ouverture du tombeau de Toutankhamon en 1922, et la mort successive des explorateurs, qui a suivi, et le trafic de drogue à l'époque très actif dans la région de la mer Rouge. Et quoi de mieux pour une enquête policière que de faire apparaître des policiers, cet album faisant apparaître pour la première fois, si on ne compte pas les rééditions de Tintin en Amérique, où ils apparaissent sur une case, X33 et X33 bis, l'ancien nom des Dupont. Deux policiers sosies, et oui parce qu'ils ne sont pas jumeaux, leur nom s'écrit pas pareil à une lettre près, inspirés de Laurel et Hardy et Charlot. Erastopoulos, le réalisateur grec, est pire ennemi de Tintin, dont un personnage ayant le même car design apparaissait déjà en Amérique aussi. L'album d'après sera très important, Hergé décide de vraiment se documenter pour son prochain album, par souci d'honnêteté envers ses lecteurs, car jusque-là, on n'a eu qu'un ramassis de clichés sur les pays, et Tintin c'est pas Astérix, car on va pas jouer sur les stéréotypes. Il installe donc l'atelier Hergé et tease à la fin des Cigares du Pharaon son prochain voyage pour la Chine. Les lecteurs, tous pleins de préjugés racistes, ont peur que les Chinois tuent Tintin, ils envoient des lettres à Hergé pour dire qu'ils ont peur. Du coup, la rédaction demande à Hergé de ne pas se planter, et de s'enseigner sérieusement sur le pays, pour une fois, en allant voir des étudiants chinois à Bruxelles. Hergé va donc rencontrer un étudiant chinois à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, du nom de Chang Chongzhen, je déconne pas, c'est son vrai nom, c'est pas raciste, avec qui il devient un ami très proche. Ce dernier détruit tous les clichés qu'Hergé croyait, et lui donne des informations conséquentes qui changeront complètement la manière de travailler et de penser d'Hergé, qui créera donc un personnage à son nom, Chang Chongzhen, qui deviendra ami avec Tintin, le premier véritable ami qu'il se fait dans ses aventures, après Milou. Lotus Bleu a un axe politique très clair dans son orientation, puisqu'en abordant le conflit sino-japonais, Chang étant chinois, évidemment que l'album soutient totalement la Chine. Chang ayant influencé Hergé là-dedans, étant un fervent patriote de son pays, les Japonais sont caricaturés comme les méchants. En effet, en 1931, le Japon cherche à coloniser la Chine, oui encore une histoire de colonie, et ont probablement planifié un attentat envers une de leurs propres voies ferrées en Mandchourie, l'incendie de Mukden, qui leur offrira le prétexte d'envahir la Chine en les accusant de cet attentat, qui a donc été reproduit dans cette optique dans le Lotus Bleu. Cette documentation, bien qu'ayant une orientation évidente, fera que selon Hergé lui-même, il y a un avant et un après Lotus Bleu, car selon lui c'est à partir de cet album que Tintin ne sera plus une œuvre brouillonne. La Chine remerciera Hergé pour son soutien, sa BD devenant un succès là-bas, contrairement au Japon qui lui en veut,
un peu, de les faire passer pour des connards, et demande à censurer la BD. En 1935 débute donc L'Oreille Cassée, une nouvelle enquête, se déroulant en Amérique latine, où l'exploration continue, dont un a disparu en 1925, Percy Fawcett, le protagoniste du film The Lost City of Z, de James Gray, le réal d'Ad Astra, qui lui inspira le personnage de Ridgewell, sous fond des tensions du moment, prémices aux dictatures militaires présentes au Chili ou en Argentine dans les années 70. Pour ne pas prendre de risques, il crée pour la première fois des pays imaginaires, à savoir le San Teodoros, faisant apparaître le personnage du colonel Alcazar, et le Nuevo Rico, dans la lignée de la Colombie, créée par Franquin. Représentant tous deux les conflits entre la Bolivie et le Paraguay, dû au pétrole comme d'hab, on y découvre pour la première fois l'adresse de Tintin, et son appartement se trouvant au 26 rue du Labrador, qui correspond à l'adresse de la grand-mère d'Hergé, qui abandonne peu à peu Quick et Fluke pour se consacrer complètement à Tintin, faisant un essai avec une nouvelle BD nommée Josette et Joko, qu'il abandonnera elle aussi. Le Portugal devenant le premier pays où Tintin est traduit en langue étrangère, les ventes internationales ne vont pas tarder à exploser. Entre 1931 et 1936, la Seconde Guerre mondiale s'approchant, et le journal dans lequel il bosse est en extrême droite, il commence à avoir des commandes d'illustration pour des nazis, et des ultra-catholiques, mais dans le sens bien antisémite, qui commencent à être influencés par les idées d'Hitler, faisant des pubs pour le rexisme, mouvement d'extrême droite, qu'il rapproche à Rastapopoulos. Hergé était de droite, surtout avant le Lotus bleu, mais il est resté contre le fascisme et le nazisme, bien qu'il vivait selon son temps et s'adaptait aux situations politiques. Hergé engage un avocat pour protéger ses droits d'auteur, et récupère tout le fric, qui était revenu à Wallace pour ses BD, et récupère tous les droits perdus par Wallace. En 1937, il commence Tintin en Angleterre, qui deviendra l'île Noire, mais du coup c'est pas en Angleterre mais en Écosse. Il va donc au sud de l'Angleterre dessiner les paysages avec des scouts, l'histoire lui étant inspirée des histoires de faux monnayeurs et celle sur le monstre du Loch Ness, qui ont eu lieu 3 ans plus tôt en 1934, et qu'il remplace par un gorille, parce que King Kong était sorti 4 ans plus tôt en 1933, et avait super bien marché. En 1938 débute Tintin en Sildavie, qui deviendra le sceptre d'Autocar, s'inspirant des signes annonciateurs de la Seconde Guerre mondiale, qu'il a pu apercevoir en faisant des dessins de propagande. Il place toute l'action dans le pays imaginaire de la Sildavie, le plus connu des faux pays de Tintin. Il s'inspire pour ça de la Yougoslavie, en le mettant en conflit avec la Bordurie à la frontière, qui tente de l'envahir comme Hitler vient d'annexer l'Autriche. Il se venge de Wallace en créant Mustler, une contraction de Mussolini et Hitler. X-33 et X-33 bis reviennent, puisqu'absents depuis les Sigres du Pharaon, et sont nommés pour la première fois les Dupont. Et les jumeaux alambics, s'étant inspirés de son père et son oncle, qui étaient 2 frères jumeaux, et auraient aussi inspiré les Dupont, tandis que la diva italienne Bianca Castafiore fait sa première apparition, étant inspirée de la rivale de Maria Callas, Renata Tebaldi, sauf que cette fois elle chante faux, et deviendra le personnage féminin le plus important de cet univers. Un mois après la publication de cet album, Hitler envahit la Pologne, Wallace démissionne, et Hergé commence un nouvel album, Tintin au pays de l'or noir. Oui, vous avez bien entendu, le 15e album de la série est en réalité le 9e. Mais Hergé ne l'a pas fini avant 10 ans, d'où l'absence du Capitaine Haddock, qui apparaît seulement à la fin de l'album, sans raison, c'est parce qu'il n'avait pas encore été créé. Et bien justement, on va en parler de sa création. Alors que Wallace vient de démissionner et que la guerre commence, le journal du XXe siècle, et donc le petit 20e, arrête sa publication le 8 mai 1940. Le journal Le Soir, qui a le plus gros titrage, devient sous contrôle allemand. Raymond de Becker, un ancien scout avec Hergé, et lui aussi pro-Mussolini, décidément Tintin et Mussolini sont étroitement liés, devient le rédacteur du journal et engage Hergé, qui peut donc continuer Tintin dans Le Soir Jeunesse. Le supplément pour enfants comme le petit 20e. Ne voulant pas aborder n'importe quel sujet, que l'Allemagne soit susceptible de mal prendre. Il s'inspire d'une histoire de trafic de coques, à travers des boîtes de crabes, et écrit donc Le Crabe aux pinces d'or, qui ne marche pas bien, à cause de la pénurie de papier qui fait que les exemplaires sont limités. Il reçoit même une lettre de fan déçu que Tintin continue dans un journal pro-nazi et demande à Hergé de démissionner, ce qu'il ne fera pas. Hergé envoie des lettres à son ami Chang, retourné en Chine, qui ne lui répond pas, les lettres se perdant en chemin à cause du conflit. Triste, il repense à cette fois où il a trouvé un ami à Tintin, et a vu que c'est toujours triste un mec qui parle à son chien. Et vous remarquerez qu'au fil des albums, Milou parle de moins en moins. Il aimerait remettre ça, en lui trouvant un acolyte, et un soir, alors qu'à cause des restrictions de viande, dues au rationnement alimentaire, des nazis sous l'occupation allemande, Germaine cuisine du haddock, un poisson que bouffaient tous les Belges pendant cette période, puisqu'il n'y avait plus que ça. Il se dit que ce serait marrant de créer un marin qui porte le nom d'un poisson et qui n'aime pas boire de l'eau, étant l'opposé de Tintin, afin de créer un autre couple qui ait une dynamique intéressante. Il écrit la même année une pièce de théâtre avec Jacques van Melkebeke, intitulée Tintin aux Indes, ou le mystère du diamant bleu, une histoire originale, où se trouve un savant sourd, qui servira de prototype à Tournesol, donc oui, Tournesol est un personnage de théâtre à la base, et dans laquelle Tintin est joué par une femme. Et il y a des gens qui se plaignent maintenant que 007 en soit une, alors que les gens s'en foutaient il y a 70 ans pour Tintin. D'ailleurs, en 2017, un philosophe a proposé l'idée qu'Hergé avait pensé Tintin comme étant une femme, avant d'avouer que c'était une expérience pour montrer que les gros médias ont besoin de fake news et de putaclic pour exister. C'est pendant une représentation de cette pièce que Van Melkebeke présente à Hergé Edgar P. Jacobs, qui devient son ami, et plus tard décoriste et coloriste de Tintin, en commençant par restaurer et colorer les anciens albums que Casterman va publier, en demandant à Hergé de réduire le nombre de planches pour passer de 124 à 62, ce qu'il accepte, et c'est ça les éditions que vous lisez actuellement. Ça veut dire que les albums d'avant-guerre, vous ne les lisez plus du tout comme ils étaient à la base. Hergé dessinait mal au début, donc le dessin était différent, et Jacobs a corrigé ça.
Oui, donc les dessins que vous voyez actuellement, souvent c'est pas Hergé qui les a dessinés, c'est Jacobs. Enfin, en partie. En noir et blanc, et en plus il y a la moitié des planches qui ont été supprimées, et beaucoup de corrections sur les anciens albums sont faites. Le premier album a été remanié pour être réédité, et son suivant, L'Étoile Mystérieuse, dont il censura la partie antisémite, qu'il avait mise à cause de l'occupation, avec le méchant qui est un juif américain, et que les US n'ont pas apprécié, et ont demandé à le censurer, comme les pubs pour l'alcool faites par le capitaine Haddock plus tard, et commençant par une apocalypse prenant la forme de la canicule de 2019. Un savant y apparaît, encore une fois, et sert de prémisse à Tournesol, et à l'aspect SF de l'univers de Tintin. L'album en général y participant, et puis c'est tout con, mais vu la non-existence d'internet, il y a plein de trucs qui étaient pas évidents pour un gosse. Et Jean-Pierre Talbot, l'acteur qui jouera Tintin, a avoué lui-même avoir appris l'existence des glaciers grâce à Tintin. Donc voilà, ça fait voyager. Toujours sous l'occupation, il fait un nouvel album d'aventure, qu'il décide pour la première fois de découper en double album, étant encore habitué à faire plus de planches que celles demandées par Casterman. Il veut garder sa liberté d'expression. En premier, Le Secret de la Licorne, une chasse au trésor impliquant des pirates et centrée sur le capitaine Haddock et son ancêtre au XVIIe siècle, sous Louis XIV. On se retrouve avec la seule partie se voulant historique de Tintin, qui ne soit pas contemporaine d'Hergé, je veux dire. N'ayant pas pu dessiner l'aurore, dans l'Étoile Mystérieuse, avec une vraie maquette, il se rattrape sur la Licorne, en allant au musée de la Marine de Paris prendre des modèles. On y voit apparaître pour la première fois le château de Moulinsart et son majordome Nestor, le château étant officiellement inspiré du château de Cheverny, dans le Loir-et-Cher, amputé de ses deux ailes, et dans lequel se trouve une expo consacrée à Tintin, maintenant, si vous allez le visiter. D'autres châteaux en France ressemblant aussi à Moulinsart, dont le nom, quant à lui, vient d'un autre village près de Bruxelles, qui s'appelle Sarmoulin, mis à l'envers Moulinsart. La suite se fait dans le trésor de Rackham-le-Rouge, faisant apparaître pour la première fois le professeur Tournesol, inspiré d'Auguste Piccard, un physicien suisse, créateur du bathyscaphe, le premier sous-marin permettant d'explorer les abysses les plus profondes sur Terre, nommé la Fosse des Mariannes. Elle fait 10 971 mètres de profondeur, et il fait partie des 3 seules personnes à y être allées, les 2 autres étant Don Walsh, un officier de la marine américaine, et James Cameron en 2012, le réalisateur d'Abyss justement, mais aussi Terminator, Titanic et Avatar. Tournesol achète donc le château de Moulinsart, grâce à son brevet, pour l'invention de son sous-marin, et nos héros s'installent pour la première fois quelque part. Tintin avait déjà un appart, mais sinon tout le monde était nomade. Les protagonistes ont un domicile. Sa prochaine aventure reprend l'histoire de la malédiction des cigares du pharaon, mais cette fois avec une momie inca. Pour la maison de Bergamote, dans les 7 boules de cristal, les vrais Dragon Ball, Hergé et Jacobs sont allés dessiner une villa dans la banlieue bruxelloise, avant de se rendre compte en finissant qu'elle a été réquisitionnée par les SS, quand des nazis viennent se garer juste devant. Donc ils savent pas trop s'ils ont le droit de publier, ainsi qu'à La Rochelle, dans laquelle se trouve maintenant une boutique Tintin. De toute façon, la BD est mise en pause, au moment où Tintin va à l'hôpital, car c'est la fin de l'occupation et de nouveaux problèmes surgissent. Déjà peu avant la libération de la Belgique, le chef de la rédac devient anti-nazi et se fait virer et arrêter par le parti. Puis après la libération, tous ses potes, donc Van Melkebeke, l'auteur de la pièce, Jamin, son collab de toujours, et Wallace, dont on entend encore parler, sont jugés pour collaboration, genre Vichy. Et puisque Fenger rime avec Nuremberg, Wallace est d'abord condamné à mort avant d'être écourté à 4 ans de tôle. Le gouvernement interdit l'exercice de tous les journalistes, qui étaient sous contrôle allemand, même sans avoir rédigé d'articles politiques. Hergé est arrêté et passe une nuit en prison. En 1945, est même publié une des premières, voire la première parodie de Tintin, qui s'appelait Tintin au pays des nazis, qui accusait Tintin d'être collabo. Hergé ayant refusé par peur de faire partie de la résistance, bien qu'on lui ait proposé. L'année d'après, en 1946, sa mère meurt en hôpital psychiatrique, et étant interdit par le gouvernement belge de publier, il est en train de tout perdre, jusqu'à ce que l'ancien résistant Raymond Leblanc devient éditeur et crée les éditions du Lombard, et lui propose donc d'éditer un nouveau journal avec Dargaud, qu'ils vont créer ensemble, à savoir le journal de Tintin, dont il deviendra le directeur artistique. Hergé est sauvé et accepté sans hésiter. Il peut enfin continuer Tintin, toujours avec Jacobs et Van Melkebeke. Le premier numéro sort le 26 septembre 1946, sous le titre Le Temple du Soleil, et propose enfin la suite des 7 boules de cristal, après 2 ans d'absence, envoyant les personnages au Pérou, ce qui fait que Jacobs bosse tellement de sa documentation qu'il propose en bas des doubles planches des infos sur les civilisations précolombiennes, à l'image d'une fin d'épisode des Cités d'Or. Cet album sera le dernier sur lequel travaillera Edgar P. Jacobs, profitant de la chance qu'a été l'arrivée des éditions du Lombard pour commencer sa propre BD en créant ses propres persos, que sont Blake et Mortimer, dont 2 albums sont encore sortis d'ailleurs cette année. En 1947, une première adaptation de Tintin est faite par Claude Mison, un film en stop motion avec des poupées adaptant l'album case par case, à l'exception des scènes sponsorisées par de l'alcool. Du coup, il y a plein de chansons qui font de la pub pour ça. Et c'est aussi la seule apparition dans laquelle vous verrez Milou parler. Hergé est très déçu par ce film, et en 1948, il envoie une lettre à Disney pour faire un film Tintin comme beaucoup de personnes, puisque Goscinny aussi en a envoyé une pour adapter Astérix. Hergé commence à déprimer, et trompe même très rapidement sa femme, avec la fille d'une amie à elle, âgée de 18 ans, alors que lui en a 41. Il reprend donc L'Or Noir, qu'il avait laissé en stand-by depuis 10 ans, et se retrouve bien emmerdé quand il se rend compte qu'il a foutu une chanson de Charles Trenet vieille de 10 ans dans sa BD, et qu'en plus Tintin vit toujours dans son appart,
Cet album étant donc le dernier dans lequel sera évoqué le 26 rue du Labrador, et finit la BD en faisant venir au dernier moment Haddock et Moulinsart qui deviennent une blague. Müller revient, vu que normalement il était là 2 albums avant, quand il a commencé à l'écrire, et le scénario débutant à l'origine au moment de l'attentat d'Haïfa, alors que Tintin allait en Palestine sous mandat britannique. Du coup il modifie le conflit israélo-palestinien, un conflit entre pétromonarchies, inspiré de celle présente en Irak à l'époque, et change les noms pour créer les pays imaginaires du Hamed, dont l'émir Ben Khali Shehzab apparaît dans cet album, et son fils Abdallah, inspiré de Faisal II, dernier roi d'Irak. Hergé n'ayant pas d'idée de pays pour son prochain album, il lit un livre sur l'astronautique et repense au livre de Jules Verne, De la Terre à la Lune, et aimerait envoyer Tintin sur la Lune. Il écrit donc à l'auteur du livre pour avoir le plus d'informations possible, pratiquement 20 ans avant que Neil Armstrong ne marche sur la Lune. Il veut s'entourer d'une bonne équipe, et crée donc les studios Hergé, s'entoure d'astrophysiciens, engage son père dépressif depuis la mort de sa mère aux archives, et en ce début de guerre froide, s'informe aussi sur les missiles et les fusées, qui commencent à être créés et utilisés. Après la guerre, le bloc occidental reprend la technologie des V2 allemandes, donc pour pas qu'on le soupçonne, Hergé place toute l'action dans son pays imaginaire qu'est la Sildavie, cachant l'apparence de la fusée sur les couvertures des numéros du journal. Cette immense fresque devient l'aventure de Tintin la plus appréciée, faisant rêver les enfants qui vont tous abandonner les cow-boys pour vouloir devenir astronautes, et participe à son succès international, en plus de mettre fin au personnage de Müssler, qui meurt à la fin du 2e album, comme une blague pour tuer Hitler et Mussolini, en même temps dans l'espace. Wallace sortant justement de prison à la sortie de l'album, pour crever en 52. La seule chose qui peut faire tiquer, c'est la glace trouvée sur la Lune, mais la NASA en a finalement découvert récemment, et Hergé a dit qu'avec cet album, il avait fait le tour de la vie extraterrestre. Hergé bosse sur L'affaire Tournesol, dans lequel apparaît Séraphin Lampion, l'album qui sonne le plus guerre froide, avec un côté espionnage, revenant sur le conflit entre la Sildavie et la Bordurie, reprenant bien évidemment les 2 blocs, Plexiglas, étant clairement Staline, qui vient juste de mourir en 53, dont la moustache est devenue l'emblème du pays, se trouvant sur le drapeau, et même dans les expressions. Par la moustache de plexiglas, vous voyez le truc. Le reste se passe en Suisse, où Hergé est allé faire des dessins du lac Léman à Nyon. Arrive au studio en 55 la coloriste Fanny Vlamink, pour qui il trompera une nouvelle fois sa femme régulièrement. Entre 56 et 58, il sort Coq en stock, qui contrairement au crabe aux pinces d'or, ne parle pas de trafic de drogue, mais de trafic d'esclaves. Coq étant un nom de code, car au cas où vous ne le sauriez pas, il y a plus d'esclaves de nos jours dans le monde qu'il y en a eu dans l'histoire. Mais c'est juste bien caché. Alors si vous prenez un point de l'histoire, le nombre d'esclaves au niveau mondial, il est inférieur à celui actuel. Zut y apparaît pour la première fois, et plein de personnages reviennent, donnant l'impression que c'est bientôt la fin. Raymond Leblanc crée les studios Bellevision, le studio qui a aussi fait les 2 premiers dessins animés Astérix, et adapte Tintin pour la première fois en 1957, dans une adaptation de L'Île Noire en motion comics, animant en cut-out les personnages, qui ne parlent pas du tout pendant l'épisode. Il réadapte donc 8 albums, dont L'Île Noire, encore pour une première courte série d'animation Tintin, dans laquelle Roger Carrel double les Dupont et Milou, se terminant par un téléfilm, adaptant L'affaire Tournesol, qui marche plutôt bien. Hergé déprimant, et commençant à avoir une santé se dégradant, il fait des cauchemars blancs et angoissants, repassant son ami Chang, dont il n'a plus de nouvelles depuis presque 25 ans, le croyant mort. Malgré les conseils de son psy, lui demandant d'arrêter de travailler, il ne l'écoute pas et se lance dans son album préféré puisque le plus personnel. Une aventure plus posée, très onirique, où revient le personnage de Chang, que les lecteurs n'ont pas revu depuis autant de temps qu'Hergé n'a pas vu le vrai Chang. Il se renseigne sur le Tibet et finit par soutenir la cause tibétaine. Le Dalai Lama lui-même, ayant dit que sans Tintin, les gens ne seraient même pas au courant de l'existence de ce pays. Il fait des recherches en cryptologie, pour intégrer le Yeti et le termine en 59. En s'étant défoulé, il considère être un peu sorti de sa dépression grâce à cet album, puisqu'il quittera sa femme Germaine pour aller avec Fanny, sans pouvoir divorcer, puisqu'elle ne lui accordera qu'en 77. Meanwhile, Jean-Pierre Talbot est sur une plage et est repéré par une directrice de casting, qui lui demande s'il connaît Tintin, et lui propose de jouer le personnage dans un film live, devant à l'origine être réalisé par Philippe de Broca pour être remplacé par Jean-Jacques Vierne. George Wilson, le père de Lambert, joue Haddock, dans une histoire originale proche du secret de la licorne, où nos héros vont en Turquie et en Grèce. Le mystère de la toison d'or sort en 1961. Hergé croisant Talbot dans un couloir, l'a observé et a dit c'est bien lui. Considérant ces personnages de papier, malgré leur très grotesque, comme des personnages réalistes faits pour le cinéma. Si vous voulez plus de détails sur l'histoire de ce film, je vous conseille la vidéo de Monsieur Mea, que je vous mettrai en description. Une suite en Espagne, intitulée Les Oranges Bleues, avec que des acteurs différents excepté Talbot, et ça vous peut être en prothèse, sort en 64. La même année, sort L'Homme de Rio, une adaptation non officielle de Tintin, justement réalisée par De Broca, qui devait réaliser La Toison d'Or à l'origine, adaptant beaucoup d'éléments de L'Oreille cassée, avec Belmondo en Tintin. Un 3e film, devant sortir en 67, est annulé après l'échec des 2 premiers, surtout des Oranges Bleues en fait. Caroline, mélange d'origine. Après le succès de leur série, Bellevision anime une pub pour la SGM, des fabricants de métaux belges, dans laquelle Tintin abandonne ce short de golf pour un jean qu'il gardera par la suite. Distribué dans un format Super 8, et dans lequel il se rattrape en allant déjà au Japon, pour la première et unique fois, et qui ressemble à la Chine, donc bon, c'est pas parfait. J'ai le grand plaisir d'offrir à Tintin un modeste échantillon de notre travail.
et surtout faisant un retour au Congo, qui a enfin une bonne image, étant montré comme une vraie civilisation. Ça donne l'occasion à Tintin de détruire la représentation dégueulasse qu'il en a fait. Dommage que ça soit pas connu, mais ça commence à avoir de la gueule niveau animation. Donc en 69, sort par la même équipe Le Temple du Soleil, adaptant les doubles albums, en rajoutant des chansons. Avant ces adaptations, en 61, sort Les Bijoux de la Castafiore, sorte de test d'Hergé pour voir s'il peut faire tenir ses personnages dans un huis clos, et une enquête en mode Agatha Christie, centrée sur la diva, et tenir les lecteurs en haleine, en faisant une anti-aventure, parce que ce film c'est comme un huis clos dans Indiana Jones ou Star Wars, c'est un beau pari quand même. En 66, il commence Vol 714 pour Sydney, qui se passe finalement en Indonésie et pas à Sydney. C'est un peu l'album où Hergé a pété un plomb et est parti en roue libre pour faire ce qu'il voulait. Il y fait revenir tous ses persos et ridiculise les méchants dont il se rend compte qu'ils sont ridicules, que ce soit Alan ou Rastapopoulos qu'il dessine en cow-boy, et se rend compte que c'est juste un pauvre mec. Il crée Laszlo Carredas, caricature de Marcel Dassault, et Zdanitov, inspiré du journaliste Jacques Bergier, un adepte de la télépathie. Il veut boucler son histoire en foutant un ovni qui kidnappe les méchants, comme une blague en repensant à ce qu'il disait sur On a marché sur la Lune, genre qu'il en avait fini avec la vie extraterrestre, où tu sens la fatigue d'Hergé qui va donc s'intéresser à l'art contemporain, et même avoir droit à son portrait par Andy Warhol. Son père Alexis meurt en 70, il va rencontrer dans le Dakota du Sud de véritables Amérindiens avec Fanny, dont il est fan depuis son enfance. En 72, une histoire originale adaptée en film sort au cinéma, Le Lac aux requins, se déroulant en Sildavie, dans lequel on peut voir Carredas, le sous-marin du trésor de Rackham le Rouge, Louis de Funès, une ref à James Bond, et un Dupont doublé par Guy Pierrot, et la Castafiore par Micheline Dax. En 77, il épouse Fanny, et les ventes de Tintin explosent à l'international. On le verra plus tard dans Les Simpsons, dans les films de Bruno Podalides, ou même dans Lou, parce que du coup, la mère de Lou, avant d'écrire Sidera, genre elle traduit des livres en Sildave. Il y a le prof de Sildave aussi qui ressemble à un personnage de Tintin. Ou lu par Mark Wahlberg dans Ted, et même l'an dernier dans le film Gaston Lagaffe de Pef, où on peut voir une ref à Tintin. 8 ans après Vol 714 pour Sydney en 75, Hergé voit les coups d'état par Pinochet au Chili, ou en gagnant en Argentine, qui le pousse à revenir en Amérique latine au San Teodoros, afin de donner une fin à Alcazar et moderniser ses personnages. Tintin porte un jean, comme dans les derniers films, il n'est plus vieillot, il fait du yoga et est pacifiste, et les lecteurs ne suivent plus trop du coup, car même Haddock finit par prendre un médicament créé par Tournesol qui le fera définitivement arrêter de boire de l'alcool, sûrement à cause de la censure des États-Unis. Tintin et les Picaros a une fin amère, où on sent qu'Hergé veut petit à petit en finir avec Tintin, et s'affaiblit. Il commence à écrire l'Alphare sur le trafic de faussaires d'œuvres d'art, après avoir abandonné l'idée d'un nouveau huis clos après Les Bijoux de la Castafiore, se déroulant entièrement dans un aéroport. En 81, Hergé retrouve Chang et est extrêmement déçu en voyant que les deux ont changé et n'ont plus les mêmes idées. Chang patriote, étant pour le fait que le Tibet appartient toujours à la Chine bien sûr, tandis qu'Hergé est pour son autonomie totale, comme le revendique le gouvernement en exil. Il l'hébergera 3 mois, lui et son fils, mais l'ironie fait qu'Hergé, au départ colonisateur, a changé d'avis grâce à Chang et fait un album entier pour lui, sur le Tibet, qui est devenu son album préféré, et maintenant qu'Hergé est anti-colonisateur, c'est Chang qui l'est devenu. Le Tibet appartient actuellement toujours en partie à la Chine, plusieurs régions étant annexées, se trouvant actuellement en Chine. Ce qu'on appelle Tibet est en réalité la seule région autonome, pour vulgairement résumer, le reste ayant été envahi par la Chine. Spielberg lui envoie un message pour le rencontrer pour adapter sa BD. Hergé est hospitalisé fin février 83, et après une semaine dans le coma, il meurt le 3 mars 83, à 75 ans, officiellement d'une leucémie selon les médecins, mais des biographes et experts attestent qu'il serait mort du sida, encore pas assez connu à l'époque. Il est enterré au cimetière de Dieweg. Fanny Rémy ne sait pas quoi faire de l'Alphare, et décide de le publier tel qu'Hergé l'a laissé, inachevé, comme Gaston Lagaffe avait été laissé par Franquin. L'album se termine par Rastapopoulos, de retour, voulant transformer Tintin en statue. On ne saura jamais si Hergé allait le tuer, sûrement pas, mais du coup elle dissout les studios Hergé pour en faire les fondations Hergé. Plein d'hommages demeurent encore à Bruxelles et à Angoulême. Des théoriciens donnent un nom au style de dessin de Tintin, qu'ils appellent la ligne claire, principe séparant les couleurs et les perspectives par de larges lignes d'encre, bien visibles et servant de frontière. Il a reçu 3 prix de son vivant, le prix Adamson en 71, du meilleur auteur international, le prix Yellow Kid en 72, le Grand Prix Saint-Michel en 73 et le Mickey d'honneur en 79 de la Walt Disney Company pour l'ensemble de sa carrière, ceux-là même qui n'ont pas répondu à une proposition d'adaptation de Tintin quand il leur a envoyé une lettre. 2 prix après sa mort, le prix Harvey en 99 et le prix Will Eisner en 2003. Les Congolais voient maintenant Tintin au Congo comme un exemple de méfait de la colonisation et préfèrent en rigoler. Afin d'être sûr de respecter le désir d'Hergé, que Tintin meure avec lui, Fanny épouse en 93 Nick Rodwell, un homme d'affaires, et devient Fanny Rodwell, gérant avec lui très strictement les droits sur l'œuvre en créant les éditions Moulinsart en 99, après être devenu gestionnaire de la société Moulinsart créée en 1986 par Alain Baran. Depuis ils sont pires que YouTube, niveau droit d'auteur, rien qu'un festival de BD cette année a dû être censuré parce que l'affiche présentait la fusée d'Objectif Lune, qui a donc dû être retirée. Un parc d'attraction Tintin a été fait sur le thème du western, qui n'avait donc aucun rapport avec Tintin à part Tintin en Amérique. Walibi Belgium était à la base un parc thématisé sur les BD, Walibi c'est belge à la base, le nom c'est par rapport aux régions alentours, c'est la contraction, qui en ouvrant en 75 comportait une attraction Tintin sous forme de parcours scénique, comme la traversée des Pieds de Maïs là au parc Astérix, réalisée en accord avec Hergé.
Boulet Bill et Lucky Luke ont fait partie du parc, dont la thématique a peu à peu disparu, l'attraction Tintin ayant disparu en 95 pour être remplacée en 2003 par Challenge of Toutankhamon. Mais si vous voulez un parc sur les BD, bah vous avez le parc Astérix déjà, mais en 2018 a ouvert le parc Spirou, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est encore un petit parc n'ayant qu'un an, et qui du coup est une sorte de mélange de toutes les œuvres des éditions Dupuis. Plusieurs personnes ont tenté de reprendre Tintin et l'Alphare, Bob de Moor le collab d'Hergé après le départ de Jacobs, ayant abandonné l'idée de continuer sans lui. La personne dont on considère la version comme étant la plus proche de l'œuvre d'Hergé est celle d'Yves Rodier, un dessinateur québécois de 52 ans, connu pour ses pastiches sur Tintin, qui a donc terminé l'Alphare, confirmant la mort de Rastapopoulos, faisant de Alan un postier aux US, et sauvant Tintin pour qu'il fasse ce qu'Hergé n'a jamais fait, lui donner une relation amoureuse avec le personnage de Martin Van de Zandt, apparu dans cet album, et créé donc par Hergé. Edgar P. Jacobs meurt en 97, Ellipse adapte Tintin, et les gens découvrent ça. En 2001, une comédie musicale adapte Les Petites Boules de Cristal, et Les Bijoux de Castafiore aussi. 6 jeux vidéo sont sortis entre 89 et 2011, le plus connu étant Tintin au Tibet, qui était le tout premier test du JDG, il y a 10 ans, et le dernier étant Le Secret de la Licorne, pour la promo du film. Bob de Moor est mort en 92, Chang Chong-jen en 98, et Raymond Leblanc en 2008. Spielberg, après 30 ans, a enfin pu réaliser son Tintin en 2011, avec une équipe de malades, pour en faire un film d'action, et j'aime beaucoup ce film. Les scènes de bataille navale sont à mes yeux meilleures que celles des Pirates des Caraïbes, et je revois régulièrement la course-poursuite à moto, filmée en plan séquence, et dont je cherche partout un making-of, que je ne trouve pas. Le film devait être le premier d'une trilogie, le deuxième devant être réalisé par Peter Jackson, adapté du Temple du Soleil, et le troisième à nouveau par Spielberg et adapté dans La Marche sur la Lune. Le script a été plusieurs fois remanié, et en début d'année, pour les 90 ans de Tintin, Benoît Mouchard, l'actuel directeur éditorialiste de Casterman, a annoncé que la suite était toujours d'actualité, et qu'une option a été signée fin 2018 pour sa réalisation. Nick Rodwell est maintenant âgé de 67 ans, et Fanny de 85. Et après une aussi longue vidéo, je me dis qu'un biopic sur Hergé ferait quand même un film plutôt pas mal. There. I believe I have captured something of your likeness. Not bad. Il n'y en a qu'un sur terre.